Bonsoir et bienvenue dans ce 6e module. Nous sommes toujours dans le cours de stratégie marketing et commerciale et d'esprit d'entreprendre. On est dans la stratégie générale, on parle de votre projet professionnel. On s'était arrêté dans le dernier module, dans le dernier module à la vision de votre activité. On passe maintenant à l'étude des 4 piliers de l'entreprise. Alors, premier grand pilier sur lequel repose une activité économique, une activité commerciale. C'est le pilier de la production. Alors, très souvent, et c'est un peu ce qu'on a commencé à vous expliquer dans les anciennes vidéos, très souvent, les artisans, les gens de métier, comme on dit de métier, ils se focusent très très fort, ils se concentrent sur ce pilier de production en oubliant qu'il y a d'autres piliers. Donc c'est un peu comme s'ils se disaient, bah oui, il y a le pilier de production, c'est ce que je fais, je produis des trucs, je produis des biens, je produis des services. Mais il y a d'autres piliers. Deuxième grand pilier sur lequel repose l'activité commerciale, c'est le pilier de la gestion financière, la gestion de l'argent et de la gestion de l'administratif qui va un peu de pair avec cette gestion financière. On a un pilier des ressources humaines parce qu'il faut bien gérer les gens et même si vous êtes entrepreneur indépendant ou indépendante, mais il faut vous gérer vous. Vous êtes votre première ressource humaine. Donc, ce pilier, quoi qu'il advienne, va être très important. Et enfin, il y a le pilier marketing et vente qui est l'objet de ce cours. Donc, c'est là qu'on va étudier son marché, étudier son secteur, choisir des stratégies de vente, de prix, de communication. Et puis, c'est via ce pilier-là qu'on va conclure la vente et livrer notre produit ou notre service. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un pilier qui est en fait plus important que les autres? Et on pourrait se dire, et c'est un peu vrai, c'est-à-dire que si on a un plateau qui repose sur 3 piliers, dès qu'il en manque un, sur 4 piliers, pardon, dès qu'il en manque un, ça va commencer à vaciller. De fait, on ne peut pas se passer de production, sinon qu'est-ce qu'on vend? De fait, on ne peut pas se passer de finances administratives, sinon on ne peut pas gagner d'argent. On ne peut pas se passer de ressources humaines, sinon il n'y a personne pour produire, il n'y a personne pour gérer. Et on ne peut pas se passer de marketing et vente, parce que sinon on ne vend pas. Et si on ne vend pas, il n'y a pas d'argent. Mais c'est cette dernière conclusion qui nous fait dire que si on ne vend pas, il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de gestion de la thune, il n'y a pas de gestion de personnel. Parce que, in fine, le bout du chemin, c'est de gagner des euros, c'est de vendre. Même si, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui sont comme ça, même si votre objectif n'est pas de faire du bénéfice. Vous ne visez pas la croissance, vous ne visez pas d'être riche, vous visez de vivre une passion, peut-être même en activité complémentaire. Il ne faut juste pas perdre d'argent dans cette activité. Et c'est hyper valable comme positionnement, comme stratégie. N'empêche que, de facto, s'il ne faut pas perdre d'argent, il faut quand même en gagner, ne serait-ce que pour couvrir ses coûts. Donc, la quantité est discutable, mais l'objectif final va quand même être de générer au minimum de quoi couvrir ses coûts. Sinon, vous perdez de l'argent. Nous, on a pour habitude de dire, Salvatore et moi, que la vente précède toujours la production. Je vais vous donner une image. Vous avez un magasin. Quelqu'un rentre dans votre magasin. Alors, à part s'il pleut et qu'il est là pour s'abriter, a priori, si une personne rentre dans votre magasin, vous lui avez vendu quelque chose. Vous lui avez vendu quoi? Vous lui avez vendu ad minima l'idée de consommer chez vous. Vous lui avez vendu ad minima l'intérêt de quelque chose qu'il y avait en vitrine, si vous ne connaissez pas d'avant et qu'il n'est pas venu exprès pour vous voir. Donc, la personne qui rentre dans votre magasin, vous êtes déjà dans un processus de vente, alors que vous ne lui avez pas encore parlé, vous lui avez déjà communiqué l'envie de consommer chez vous ou la possibilité qu'elle consomme chez vous. Ce qui fait que normalement, si elle ressort sans avoir acheté, vous avez raté quelque chose quelque part.
si on schématise simplement. Alors, vous voyez qu'on a fait des flèches entre tous ces piliers. Évidemment, tous ces piliers sont ultra interdépendants. Chaque décision que vous allez prendre dans votre entreprise va avoir un impact sur l'ensemble des piliers. Et vous pouvez faire le jeu, vous choisissez n'importe quelle décision entrepreneuriale que vous pourriez poser, vous allez voir, si vous déroulez, elle va avoir un impact, une incidence sur les 4 piliers. Je décide je suis esthéticien, je décide de changer de marque de crème, de prendre des crèmes bio, naturelles, véganes, non testées sur les animaux, ce que vous voulez. Bon, bah, dans ma production, je vais changer mes outils, je vais changer ma crème. Il y a un impact direct sur ma manière de produire. Dans mon finance administratif, bah, ma crème, elle ne coûte pas pareil. Elle est probablement plus chère. Peut-être que je vais devoir adapter mon prix. Dans les ressources humaines, ben, il faut au moins que je travaille sur mes compétences, maîtriser cette crème, pouvoir l'expliquer à mon client, pouvoir l'appliquer comme il le faut. Et en marketing et vente, ben, je vais la vendre, cette nouvelle crème, je vais vendre ce nouveau positionnement vegan, bio ou que sais-je. Et donc, ça va s'intégrer automatiquement dans le discours commercial. Donc, vous voyez que le simple fait de choisir un nouveau fournisseur, un nouveau produit, boum, ça impacte tout. Et vous pouvez prendre n'importe quelle décision, dire, ben, demain, je vais communiquer avec un spot radio. Ben, ça va avoir un impact sur tout. Un spot radio, je suis dans le marketing et les ventes. Ça coûte combien un spot radio? Je suis dans les finances administratives. Ça va me prendre du temps de faire un spot radio. Je suis dans les ressources humaines. Et qu'est-ce que je vais vendre? Je dois choisir ce sur quoi je vais communiquer, ce que je vais essayer de mettre en avant. Et si mon spot radio a l'effet escompté, ça va augmenter ma production. Parce que si ma production n'augmente pas suite à ce spot radio, c'est une bonne information à prendre pour moi. Il ne faut plus que je fasse ça, il ne faut plus que je le fasse comme ça. Donc voilà, à chaque fois que vous prenez une décision qui semble venir d'un des piliers, elle a forcément un impact, des retombées sur tous les autres piliers. Vous voulez ajouter quelque chose, Salvatore? Non, c'est parfait. C'est parfait. Alors on avance. Ces 4 piliers qu'on vient de vous présenter, production, finance, RH, marketing et vente, c'est pas un hasard que ce soit les 4 piliers, puisque en fait, c'est la structure d'un plan d'affaires. Quand vous devez faire un plan d'affaires, il repose des grandes parties qui sont en fait les 4 piliers de votre entreprise. La stratégie générale, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est vous, le porteur de projet, et le projet. Parce que quand vous allez trouver des investisseurs, quand vous allez trouver des banques, elles font confiance non pas à un projet, mais à quelqu'un, à un porteur de projet. Et donc, cette stratégie générale, c'est votre vision, c'est vous, et c'est voir comment vous percevez votre projet et la stratégie générale pour l'emmener vers le succès. Et puis, on décortique cette cible qu'on vise, et on la décortique avec, on va dire, ben, pour arriver à ça, voilà comment je vais organiser ma production, voilà comment je vais organiser mes ressources humaines, voilà comment je vais organiser mon marketing et mes ventes, et voilà comment je vais structurer mes investissements initiaux, voilà le prix que je vais mettre en œuvre, voilà pourquoi, et voilà ce que j'espère obtenir. Et normalement, quand vous faites un plan financier, vous en faites un optimiste, parce que c'est toujours chouette de voir tout ce qu'on pourrait avoir. Vous en faites un pessimiste, parce qu'il faut pouvoir être pessimiste et il faut être sûr qu'on vit même si on est pessimiste. Et puis, vous faites un réaliste. Comme ça, vous pouvez vous positionner sur ces 3 visions-là. Donc, les 4 piliers se retrouvent finalement dans votre plan d'affaires. Alors, 4 piliers d'activité au sein de votre entreprise. C'est pour ça qu'on vous disait avant, un projet entrepreneurial n'est pas un métier. Un projet entrepreneurial, c'est jouer avec tout ça. Et maintenant, ce qui va être important, revenons avec une casquette marketing et stratégie commerciale, c'est la notion de innovation. Cette notion d'innovation, elle peut se faire sur plusieurs piliers ou sur un seul pilier. Et c'est en innovant que vous allez pouvoir prendre l'avantage sur vos concurrents et convaincre le client de venir consommer chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. Alors, l'innovation, ça ne veut pas dire réinventer la roue.
ça veut juste dire faire les choses différemment des autres. Et finalement, aujourd'hui, il y a pas mal d'activités qui sont innovantes, qui sont en fait des activités ancestrales qu'on remet au goût du jour. On va y venir dans quelques minutes. Alors, le dire comme ça, c'est bien, mais on va essayer de l'illustrer. Comment est-ce qu'on peut innover sur la production? Eh bien, pour innover sur la production, je vais pouvoir travailler sur les fournisseurs que je choisis. Je choisis des fournisseurs qui sont différents des autres parce qu'ils offrent des facilités différentes des autres, parce qu'ils offrent des produits différents des autres, quelque chose de plus complexe, quelque chose de plus fini, quelque chose de plus fiable. Logistiquement, je peux me différencier aussi. La logistique, c'est comment je stocke, comment j'organise mes flux de transport, comment je délivre aux clients, comment c'est emballé. Est-ce que les biens arrivent toujours en bon état, pas toujours en bon état? Voilà, comment vous structurez ça. Sur le packaging, il y a l'emballage et la qualité de l'emballage en termes de résistance et de sécurité pour ce que vous délivrez, mais il y a aussi le look qu'a votre emballage. Donc, le packaging, c'est comment j'emballe, quel paquet je fais, quel look ça a. Mais ça peut aussi être compris comme la notion de choses que je vends ensemble. Moi, j'innove parce qu'en fait, d'habitude, on vous propose que ça. Et moi, à côté de ce service-là, je vous offre un autre service ou un autre produit qui est connexe et qui va bien avec. Et en fait, pour revenir à quelque chose qu'on a vu avant, qui vous enlève des pains ou qui vous donne du gain. Donc, je peux innover là-dessus. Et puis, je peux innover sur le service qui accompagne la livraison de cette production. Donc, globalement, l'expérience client, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on va en parler plus tard. Le service après-vente, bien sûr. Alors, le service après-vente, il faut le définir aussi. Hein. Il faut définir ce à quoi vous vous engagez et jusqu'à quand vous vous engagez à faire quoi. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait l'autre. Et enfin, voilà, l'effet waouh, c'est tout ce que vous allez mettre en œuvre pour vraiment créer un effet waouh. Alors, on a quelques exemples sur lesquels on peut discuter. Alors, le premier exemple, c'est une société que Salvatore aime beaucoup, qui s'appelle Archiduchesse. T'expliques un peu ce que c'est? Alors, comme la célèbre comptine, Archiduchesse vend des chaussettes. Et il faut savoir que, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais plus de 90% de la production mondiale de chaussettes, elle est faite en Chine. Et donc, c'était assez osé d'innover sur ce créneau de la chaussette. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas une énorme société, bien qu'elle vende beaucoup. Ils ont tout misé sur le Made in France. Ils se sont dit, ben, on va acheter du coton bio, qui n'est pas produit en France pour le coup, mais on va tout produire en France. On va teindre les fils en France, on va tisser, on va tricoter les chaussettes, on va les designer, on va les penser, on va les produire, on va les packager. On va tout faire en France, sauf la production de coton. Avec un leitmotiv qui est, et je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, aller dans un magasin de vêtements et vous essayez de trouver des chaussettes unies de différentes couleurs. Mais ça va être très difficile. En fait. Je vous invite vraiment à faire cette expérience-là. Or, il y a une niche, et on définira ensemble ce qu'est une niche de clients. Donc, c'est pour faire simple, c'est une petite population de clients avec des besoins très spécifiques. Et ici, effectivement, la population qui veut pouvoir avoir 16 paires de chaussettes de 16 couleurs différentes, ça ne concerne pas tout le monde. Et donc, c'est à ça qu'ils se sont attaqués, c'est-à-dire chaussettes made in France, 40 coloris par modèle, vendues exclusivement ou presque exclusivement en ligne. Et donc, ils ont innové par la production, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas inventé le concept de chaussettes, ils ont décliné les chaussettes en modèles, ils ont misé sur le Made in France, ils ont misé sur la qualité de la chaussette, ils ont misé aussi sur l'effet 40 couleurs unies par gamme de chaussettes, ils ont misé aussi sur un autre effet, à nouveau je vous disais une niche, c'est-à-dire que les chaussettes, ça va de bébé à adulte,
Ça va jusqu'à la taille 46, si on veut être précis. Je pense que ça démarre à 16, à la pointure 16, et ça va jusqu'à 46. Avec plusieurs modèles. Ils ont une très large communauté et ils font participer leur communauté d'utilisateurs. Chaque année, ils lancent sur une plateforme web des concours de design de chaussettes. Et alors, ceux qui ont le plus de votes sont produites. Donc voilà un chouette site, voilà un chouette concept qui se différencie par la production avant tout, aussi par le côté marketing, dans le sens qu'ils ont ciblé vraiment une catégorie de clientèle, mais c'est avant tout faire de la chaussette made in France de couleur unie. Ok, super. Alors, une autre innovation, un autre produit, c'est par rapport à un secteur qui est hyper intéressant parce que avec une énorme demande qui n'est pas près de se tarir, c'est le secteur de la mort. Il y a pas mal de secteurs comme ça, il y a quelques secteurs comme ça où on est assez peu regardant sur la thune qu'on dépense. C'est les naissances, les mariages et les décès, en gros, hein, les grandes étapes de la vie. C'est souvent là qu'il y a pas mal de pognon qui part. Et donc, quand on meurt, qu'est-ce qui peut advenir de nous? Typiquement, on est incinéré ou bien on est enterré dans un cercueil. Et si on est incinéré, soit on est dispersé, soit on est mis dans une urne funéraire qui est soit laissée dans une zone de recueil, soit reprise et mise sur une cheminée. Eh bien, il y a une entreprise qui s'est dit, mais c'est quand même dommage parce que notre corps, en fait, il se transforme, il peut être mangé par des bactéries, et plutôt que d'user de l'énergie à nous brûler, ou plutôt que de nous enfermer dans des grosses boîtes dans lesquelles les petits asticots ne peuvent pas venir profiter de tout ce qu'on dégage, on pourrait en fait transformer notre corps en engrais. Et donc Bios, c'est une entreprise qui a mis au point un système pour aider notre corps à devenir de l'engrais. Et une fois que notre corps est devenu de l'engrais, on peut être planté avec des graines d'arbres. Et donc, plutôt que de se balader dans un champ de cailloux, un champ de pierres tombales, on pourrait aller dans des lieux de recueillement funéraire qui seraient des forêts et en fait célébrer la mémoire vivante de quelqu'un au travers d'arbres plutôt que de se remémorer sa mort entre des pierres qui sont des minéraux morts. Donc voilà, à nouveau, ils n'ont pas inventé ce qu'un corps devient après la mort, mais ils se sont juste dit, tiens, on va profiter qu'un corps, en fait, ça pourrit et ça peut se transformer en ressource pour réinventer non seulement la manière d'utiliser les corps des défunts, mais aussi pour réinventer le business en tant que tel du cimetière. Parce que ce n'est pas du tout la même chose de se balader dans une forêt paisible que dans un parc avec des pierres en marbre en mode salle de bain. Donc ça, c'est BIOS. Alors, évidemment, BIOS se heurte à toute une série de contraintes légales. Par exemple, en Belgique, ce n'est pas encore possible aujourd'hui de se faire transformer en humus, c'est ça, pour être mis aux arbres. Mais les mentalités sont en train de changer et c'est vraisemblable que ça arrive dans les prochaines années. Alors, je fais une petite parenthèse que j'aime bien faire, parce qu'on parle des métiers de la mort. On a parlé aussi des métiers en pénurie. Un métier en pénurie qu'on n'a pas cité, je pense, c'est le métier de thanatopracteur. Alors, c'est un métier qui se trouve aussi à l'IFAPME. Je sais que ça n'a pas l'air folichon comme ça. Donc, la thanatopraxie, c'est l'art de la conservation des corps, en fait. Donc, alors, ça va au sens large. C'est un métier qui est assez technique. Alors, je ne rentre pas dans les détails morbides, mais en gros, si vous avez fait un accident et que le corps est amoché et décédé, pour le rendre présentable, il y a un thanatopracteur qui va venir reconstituer des bouts de corps, qui va le rendre présentable. Ça veut dire que ce sont des technologies qui font appel maintenant aussi à l'impression 3D pour reconstituer des parties. Donc, c'est un métier assez technique. Il ne faut pas avoir un petit cœur. Mais c'est un métier en pénurie. Et donc, c'est aussi un métier où on peut entreprendre parce que
la plupart des entrepreneurs, agents de pompes funèbres, qui est un autre métier, sont deux métiers à l'IFAPME, agent de pompes funèbres et thanatopraxie, qui peuvent s'apprendre à l'IFAPME. Mais il y a du business, en tout cas, là derrière. Donc voilà, petite parenthèse pour compléter. Je me souviendrai toujours du projet, je les ai eus moi en cours, les agents de pompes funèbres. Et il y en avait une, son concept c'était d'ouvrir un centre de pompes funèbres, mais avec des fleurs digitales, parce qu'en fait il se trouve qu'elle était allergique elle-même au pollen, ce qui est quand même un handicap sérieux quand on veut devenir agent de pompes funèbres. Mais bon, il faut travailler avec ce qu'on a. Alors, Gypsy Yogi, c'est intéressant, c'est des gens que tu as eu comme clients, Salvatore. C'est un centre de yoga et de bien-être qui s'est créé en région liégeoise. Et vous allez dire, ben, du yoga, ça pleut, il y en a partout, des centres de bien-être aussi. Mais en fait, elles sont parties d'un constat, les deux filles ont lancé ça, qui disaient, ben, on se rend compte que partout où il y a du yoga, c'est un esprit très hippie alternatif. Et finalement, avec le hippie alternatif, il y a un côté très je m'en foutiste qui peut s'installer. Et elle ne trouvait pas ce côté glamour et soin de soi, soin de la personne, et qui alliait des produits, des activités et de la philosophie au même endroit. Et une philosophie qui leur convenait, des produits qui leur convenaient. Elles-mêmes, c'est des voyageuses, elles ont glané pas mal de trucs un peu autour du monde, donc elles ont vu pas mal de trucs. Et elles se sont dit, ben voilà, on va ouvrir à Liège un centre de bien-être dans lequel on va trouver à la fois des activités, mais aussi des produits pour soi, glamour, on peut se sentir bien, on peut se sentir beau, on peut se sentir belle, et des lectures, du thé, enfin voilà, elles ont appelé ça la bulle Gypsy Yogi pour vraiment se retrouver dans sa bulle au centre-ville. Et avec une dimension un peu particulière, en plus de tout ce que tu viens de dire, l'un des axes de développement qui est plutôt malin, c'est de se dire, les gens, ils veulent peut-être faire du yoga, mais celui qui n'est pas sensibilisé au yoga, c'est peut-être parce que c'est une des formes de yoga qu'il a en tête et qui ne lui convient pas. Or, il existe plein de formes de yoga, il existe aussi plein de techniques, le pilate, la relaxation par les sons, avec les bols, il existe aussi tout un tas de pratiques chamaniques, par exemple. Ce sont toutes des tendances qui existent et donc elles ont créé des ateliers où elles font venir énormément de profs. Donc c'est plutôt une plateforme où des profs viennent s'inscrire pour donner des cours avec des séances découvertes. Et c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que plein de gens ont découvert avec des cartes qui payaient, ils ont assisté à 4, 5, 6 cours différents de différentes c'est ça mouvances. Je ne m'inscris pas à un cours de yoga, je prends une carte avec des crédits et j'utilise des crédits pour me rendre à des cours, yoga. Voilà. Et elles ont allié en termes de production la logistique par le logiciel. C'est-à-dire que d'habitude, un centre de yoga, on y va, on paye sa séance, on a quelqu'un qui donne un cours. Ici, c'est vraiment toute une plateforme en ligne, on peut s'inscrire, on a des cartes, on suit les plannings, etc. On va suivre les cours en salle, bien que maintenant, Corona oblige, elles ont créé des cours en ligne. Des coachings, des séances de coaching individuelles, toujours interactifs. Donc voilà, c'est plutôt assez malin parce que ça allie en termes de production une plateforme technologique qui fait intervenir plein de profs différents, plein de mouvances dans le domaine du bien-être. Donc c'est assez malin, assez innovant. Voilà ce qu'on peut en dire pour ça. Alors la pause 12-30, intéressant aussi. Alors il y en a peut-être d'autres maintenant, je ne sais pas s'ils sont franchisés ou pas, mais en tout cas moi je côtoyais celui du centre de Liège. Mais comme Archiduchesse n'a pas inventé la chaussette, Bios n'a pas inventé la décomposition des corps et Gypsy Yogi n'a pas inventé le yoga, eux n'ont pas inventé la salade. Par contre, la manière d'amener la salade, c'est super top. L'ambiance est déjà spécifique, on est dans du bois brut, il y a des belles grandes photos de voyage, et puis vous venez et vous prenez votre base de salade, et soit vous composez vous-même votre salade, soit vous demandez une recette préétablie,
Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir composer sa salade et on la compose minutes devant vous. Ça, c'est le pitch du 12-30. Ça marche assez bien parce que l'ambiance, plus les produits proposés, parce qu'ils se positionnent avec une cible plutôt bobo, donc les prix ne sont pas donnés. L'ambiance est très voyage, bois, etc. On débarrasse soi-même sa table en triant. Donc voilà, tout est pensé pour une cible un peu bobo. Et c'est vraiment la production minute comme ça, avec des bases de salade qui a été innovant. Et ce que j'aime bien aussi dans leur manière de faire pour vendre, c'est de dire, bah, en fait, c'est café à volonté. Et ça, c'est malin, parce que vous finissez votre repas, il y a plein de gens qui lunchent pour le boulot. Vous allez manger avec quelqu'un, machin, et puis vous dites, bah, une fois qu'on a mangé, on doit se faire une petite réunion. Bah, ici, c'est café à volonté, l'ambiance est sympa, il n'y a pas de musique forte, etc. Bah, vous commencez votre réunion, puis vous reprenez un deuxième café. Qu'est-ce qu'on prend typiquement avec le deuxième café? On reprend un morceau de tarte, on reprend un dessert. Parce qu'on a envie, c'est comme ça, on se fait plaisir, de toute façon on est là pour bosser, c'est un lieu où on peut consommer, et c'est là-dessus qu'on fait de la marge, c'est sur des bons morceaux, des bons desserts, qu'on vend presque autant qu'un plat, allez, peut-être les 2 tiers d'un plat, alors que ça revient vraiment beaucoup moins cher. Donc tout est fait pour pouvoir vraiment vendre. Et alors Salvatore, tu m'expliquais qu'on peut aussi précommander, ça je savais pas, on peut précommander une salade. Tout à fait. Bah, au lieu d'aller simplement de commander en ligne sa salade et de venir la chercher, on peut précommander sa salade, mais à consommer sur place, c'est-à-dire qu'on donne une heure et la salade est sur la table à l'heure dite. Par exemple, si on a un rendez-vous d'affaires ou si on a un lunch prévu avec son équipe, bah, plutôt que de faire la file avec tous les étudiants, par exemple, ou avec toutes les personnes, bah, on arrive à 12h45, la table est faite avec les salades qui sont posées dessus et on commence. Ça permet de gagner du temps et ça permet aussi à la production de gagner du temps, puisqu'on a précommandé, tout peut être fait avant l'heure de pointe. Yes. Alors, pardon, je vais un peu vite. En besogne, on y retourne. Projet Pro, 4 piliers. Alors, bien. Carglass, ça c'est moi qui l'ai rajouté cette année, on n'en parlait pas trop avant, mais parce que je trouve qu'en termes de production, c'est vraiment magnifique. Alors, Carglass sont assez connus pour plein de raisons, parce que, notamment en marketing, on les étudie, parce qu'ils utilisent leurs propres travailleurs pour faire les acteurs dans leur pub, les voix dans leur pub, c'est leurs propres travailleurs, ce qui permet de mettre leurs travailleurs sous les feux de projecteur, et donc c'est assez chouette, ils se sentent valorisés. Et vous avez vraiment l'impression que c'est les vrais gens qui vous parlent parce que, bah, de fait, c'est les vrais gens qui vous parlent. Mais c'est pas ça, moi, que je retiens. C'est quand vous appelez Carglass, la personne que vous avez au bout du fil, ça m'est malheureusement arrivé plusieurs fois de devoir les appeler, et toi aussi, Salvatore, c'est d'un professionnalisme dingue. Ils sont hyper accueillants, ils sont hyper organisés, ils vérifient toutes les informations qu'ils ont au téléphone. Ils vous trouvent des solutions tout de suite, voire ils vous trouvent des solutions hyper flexibles. Salvatore, je pense que tu es déjà allé faire changer une vitre à 1h30 du matin, si ma mémoire est bonne. Oui, tout à fait, parce que étant donné qu'à un moment, enfin toujours maintenant, en partie en tout cas, on travaillait au Luxembourg, il faut savoir qu'au Luxembourg, Carglass Luxembourg travaille euh, en Belgique. En fait, donc le Luxembourg, il y a une centrale, il y a quelques points, mais c'est surtout en Belgique qu'on vous renvoie. Et donc à l'époque, on travaillait souvent au Luxembourg, et donc ben, voilà, s'il y a un carreau qui est pété et que le lendemain on doit aller au Luxembourg, c'est embêtant d'y aller avec un carreau pété. Et donc voilà, on m'a trouvé une solution et on m'a dit, bah, pas de souci, on active le service de garde et à 1h du matin, j'ai eu ma vitre qui était changée. Et alors, l'organisation de Carglass pendant qu'on s'occupe de changer votre vitre, donc outre le fait qu'ils sont rodés, ils ont plein de stocks, et ça reste de l'innovation de production aussi, avoir X modèles en stock, etc., c'est une disponibilité qui est rare, qui permet d'avoir un timing d'intervention qui est très court. Mais en plus de ça, tout est organisé, vous avez du bon café gratuit, à l'étage vous avez un bureau, du Wi-Fi, de quoi brancher votre ordinateur. En fait, si vous êtes quelqu'un qui travaille, vous avez
une mauvaise histoire, il y a votre vitre qui se pète, vous devez aller chez Carglass, on vous la change. Même si on vous change toute la vitre et que ça prend 1h30, 2 heures, en fait, votre journée est presque pas interrompue parce que vous pouvez continuer à travailler sur place. Donc en ça, je trouve qu'ils sont quand même vachement malins, vachement efficaces, et c'est pas pour rien qu'ils tirent leur épingle du jeu méchamment. Donc voilà pour les innovations de production. En termes de finances et administratifs, ben on peut innover aussi sur plusieurs choses. On peut innover sur le paiement. Donc quels sont les moyens de paiement qui vont être acceptés? Ce qui est encore plus vrai de nos jours. Exactement. Je vous avais parlé dans un autre module précédent du fait que c'était horrible de ne pas pouvoir payer par carte, et devoir sortir et aller chercher de l'argent cash. Les processus de paiement mis en œuvre commençaient, ben voilà. Moi, hier, j'ai racheté un nouvel ordinateur. Vous êtes sur le site web. Ben, comment voulez-vous payer? Par facture et puis vous payez? Vous êtes déjà client, ben, on vous fera une facture bientôt. Vous n'êtes pas encore client, on vous fait une facture, vous la payez avant et puis on vous livre après. Ou bien vous payez en ligne, carte de débit, PayPal, carte de crédit, ce que vous voulez. Je clique là-dessus, c'est le plus simple, comme ça le paiement est pris directement. Bah non, ça crache directement. Et donc finalement, on propose un service, mais qui ne fonctionne pas et on doit se rabattre sur la bonne vieille facture qui, elle, fonctionnait. Quels sont les processus de paiement mis en œuvre? Quels sont les types de monnaies acceptées? Alors ça paraît fou de se poser cette question-là, mais en fait, il n'y a pas que l'euro. Aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer, et il y a des entreprises qui le font, qu'on puisse payer en Bitcoin ou dans toute autre monnaie, crypto-monnaie. Donc ça, c'est pour les crypto-monnaies. Mais il y a aussi des monnaies locales. À Liège, par exemple, on a une monnaie locale qui s'appelle le valeureux. Et toute personne tout commerce qui accepte le valeureux s'engage à respecter une charte de valeur. Et donc, vous savez, si vous utilisez le valeureux, que vous participez à une chaîne de valeur. Donc, en termes de communication et marketing, déjà, il y a une différenciation. Mais en plus, du coup, ça vous permet de bien cibler et d'accepter des monnaies qui sont locales. Monnaies que vous allez pouvoir redépenser vous-même que dans des lieux locaux. Et donc, vous aider à travailler en circulaire et en local, c'est assez sympa. Est-ce que vous allez utiliser des systèmes de recouvrement? Donc, les systèmes de recouvrement, c'est j'ai des factures émises, on ne me les paye pas. Et moi, ça me met dans l'embarras parce que j'ai livré un service, j'ai livré un produit. J'ai donc mis en œuvre des dépenses pour produire. J'ai avancé la TVA puisque j'ai facturé avec la TVA. L'État va venir me la rechercher. Tant qu'on ne m'aura pas payé, je suis donc mal pris. Et donc, si vous avez beaucoup de clients qui ne vous payent pas, ou bien des gros clients qui ne vous payent pas, même s'ils ne sont pas nombreux, ça peut vous mettre fortement en difficulté. Donc, est-ce que vous utilisez des systèmes de recouvrement? Oui ou non, de manière automatique? À partir de quand? C'est aussi des choses qui peuvent non pas être une différence vis-à-vis de votre client, mais vous différencier, vous, en termes de fonctionnement, vis-à-vis de vos concurrents. Alors, il y a le format d'entreprise qui peut aussi être un aspect différenciant. On a parlé, vous connaissez les différents types de sociétés. Ce n'est pas pareil de travailler avec une société anonyme ou une SRL, qui sont des sociétés commerciales à responsabilité limitée, que de travailler avec un indépendant où lui-même il est peut-être à risque, que de travailler avec une coopérative qui défend un certain nombre de valeurs démocratiques, etc., que de travailler avec une ASBL. Ce sont des aspects de fonctionnement, d'une part. On ne fonctionne pas pareil et on n'est pas encadré par les mêmes règles, qu'on soit dans une forme d'entreprise ou de l'autre. Et c'est aussi un élément différenciant vis-à-vis de vos clients qui peuvent se dire, bah, tiens, c'est une coopérative, c'est peut-être plus social, c'est une ASBL, ils ne sont pas là pour faire du profit. Donc voilà, c'est un élément différenciant. L'autre format qui est évidemment génial, c'est celui de la franchise. En tout cas, c'est génial quand on est celui qui la crée. Donc la franchise, c'est quoi le système? C'est j'ai créé un concept qui est cadré par des codes, une image de marque, une manière de fonctionner, un menu spécifique, des prix spécifiques, des produits spécifiques,
une manière de délivrer ses produits spécifiques, un service spécifique. Donc j'ai créé toute une image de marque qui est complète et qui est cohérente, et on se rend compte que cette image de marque a beaucoup de valeur. Les gens viennent plus consommer chez Sylvain ou chez Salvatore, ils viennent consommer chez le nom de l'entreprise. Mais à partir de ce moment où l'entreprise a vraiment acquis une belle image de marque, il y a peut-être des gens qui veulent en profiter. Et donc, c'est des gens qui vont faire comme vous, utiliser votre nom, votre image de marque, vos systèmes, vos produits. Vous, ça vous arrange parce que vous allez peut-être pouvoir commander en gros, donc il va peut-être y avoir des économies d'échelle. Et puis surtout, comme ils utilisent tout ce concept que vous avez créé, ils deviennent franchisés, c'est-à-dire qu'ils portent toute la responsabilité de la gestion de leur entreprise, de leur franchise, mais comme ils utilisent tout ce que vous avez construit en termes de concept, ils vous rétrocèdent un pourcentage du bénéfice. Ça, c'est très intéressant parce que du coup, c'est du pur bénéfice qui revient chez vous. Donc ça, c'est très, très chouette. Concept qu'on connaît assez bien en Belgique, par exemple, tous les Quick sont des franchisés. Ouais, les Quick, les Burger King, donc ça c'est dans l'alimentaire. Dans les plus petites entreprises, vous avez des entreprises qui ont grossi, qui se sont fait un nom comme le Huggies Bar, on en reparlera, et puis qui finalement maintenant ont une renommée telle qu'ils peuvent se permettre de franchiser. Vous avez Poivre et Sel, toujours dans la sandwicherie et l'Oreca, mais vous avez aussi dans les lunettes, c'est très connu, mais les Pearl, les Afflelou, c'est Afflelou d'ailleurs qui a lancé la franchise dans le monde de l'optique. Donc voilà, c'est vraiment ce concept de magasin qui commence à se reproduire et chaque gérant porte la responsabilité de son magasin, mais le créateur de la franchise, lui, récolte les bénéfices de ce concept. Et puis, il y a dans la gestion de votre entreprise, dans le pilotage de votre entreprise, vous pouvez vous différencier aussi. On a parlé tout à l'heure chez Gypsy Yogi de l'utilisation de logiciels pour réserver, consommer, etc. On a parlé de paiement en ligne, mais vous-même en interne, quel logiciel vous utilisez? On en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais est-ce que vous faites tout à la main? Est-ce que vous avez des documents préfaits que vous allez juste remplir, ou est-ce que carrément, en fait, vous mettez des données dans un logiciel et il vous génère vos factures, il vous génère vos devis, et les devis deviennent des factures, qui ont un coda pour le paiement, ça se met automatiquement dans votre comptabilité. Donc voilà. Est-ce que vous vous facilitez la vie avec des logiciels? Est-ce que la documentation et les informations que vous générez, vous les gérez en cloud ou vous les gérez en local? Alors, ça paraît tout bête. Alors, pour ceux qui ne savent pas déjà, différence entre cloud et local. Le local, c'est toute l'information qui est stockée sur ma machine à moi, disque dur, CD, disque dur externe, clé USB, carte SD, tout ce que vous pouvez imaginer que je peux toucher. Ça, c'est le local. Et puis le cloud, c'est stocké en fait sur des gros ordinateurs alimentés à distance et j'accède à cette information-là par Internet. Il y a plein de logiciels qui vous permettent de gérer de l'information en cloud. Si vous utilisez du cloud, eh bien, c'est avantageux pour les raisons suivantes. C'est accessible partout, tout le temps. Et demain, votre ordinateur tombe par terre, votre bureau brûle, votre information existe toujours puisqu'elle est dans un ordinateur et même dans plusieurs ordinateurs parce qu'il y a plusieurs copies à travers le monde, ce qui vous permet d'avoir une sauvegarde de vos informations beaucoup plus puissante. Donc voilà, la gestion cloud peut vous faciliter la vie. Son côté négatif, c'est qu'elle a un coût financier et qu'elle a un coût écologique parce que ces ordinateurs, ils tournent en permanence, ils doivent être refroidis et donc il y a de l'énergie qui est utilisée pour refroidir ces ordinateurs qui sauvegardent vos informations. Il y a aussi parfois une crainte ouais. à l'utilisation de toute cette technologie. C'est une crainte en termes de compétences. Qui va faire tout ça. C'est aussi dans le domaine de l'ORECA ou des petits commerçants de se dire tout va être déclaré, on ne pourra pas faire de noir. Alors, il faut bien se dire une chose, c'est que la loi impose de plus en plus de contraintes. Si vous regardez dans le monde de l'ORECA, les boîtes noires dans les restaurants, c'est une réalité. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il faut vous attendre à l'avenir à ce qui était une option dans le passé. Par exemple, la friterie du coin
qui pouvaient décider de ne pas accepter de banque contact et de dire on paye tout en cash. C'est le pizzaiolo du coin chez qui il n'y a pas de banque contact non plus. Faites attention, du jour au lendemain, et je pense que la crise qu'on vient de vivre va ressasser toute une série de projets qui visent à imposer beaucoup plus largement le paiement sans contact et le paiement électronique. Il faut bien se dire que Pinot, qui est le pizzaiolo du coin, aujourd'hui, il vit et il n'accepte que du cash. Demain, on lui impose de vivre de la même façon, mais en acceptant que du banque contact, faut qu'il se pose des questions. Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Et ça, il y en a beaucoup qui refusent de s'y préparer et de s'en prémunir. Donc voilà, c'est un warning que je lance. Il y a d'ailleurs, je pense, dans les ressources, un article qui traite Oui. spécifiquement de ça. Je vous invite vraiment à être critique et à réfléchir à l'avenir. C'est-à-dire que l'avenir, ça ne va pas être de la monnaie fiduciaire, ça ne va pas être des billets et des pièces. L'avenir, ça va être du paiement électronique, ça va être d'autres formes de monnaie. Vous avez entendu parler peut-être que Facebook est en train de créer sa propre monnaie qui s'appelle le Libra. Les crypto-monnaies, ce n'est pas un truc de geek. Vous avez peut-être entendu parler du Bitcoin, vous avez peut-être entendu parler de l'Ethereum. Ce sont des monnaies qui existent au jour d'aujourd'hui. Certaines sont utilisées dans des transactions immobilières internationales, dans l'art, dans l'achat de maisons. Donc, ce n'est pas qu'un truc de pirate du web, c'est quelque chose qui existe vraiment et qui va envahir de plus en plus la sphère privée, la sphère du particulier. Donc, il y aura ceux d'un côté qui seront aguerris, et puis à ceux qui vont découvrir ça du jour au lendemain, qui ne sauront pas forcément s'adapter. Donc, informez-vous, soyez alerte, ayez une capacité d'adaptation par rapport à ça. Yes. Alors, si on veut exemplifier, avant, un banc contact, ça coûtait cher. Et les gens expliquaient, que ce soit vrai ou pas, que s'ils ne prenaient pas le banc contact, c'est parce que quand même c'était cher. Et d'ailleurs, certains vous disaient, si vous prenez pour moins de 10 € d'achat, vous payez 30 centimes pour l'utilisation du banc contact, etc. Pour information, au niveau de l'Europe, c'est absolument interdit cette pratique maintenant. Donc si vous voyez quelqu'un qui demande des petits sous pour utiliser le banc contact en dessous d'un certain montant, c'est absolument interdit. Par contre, on peut vous refuser l'utilisation du banc contact en dessous d'un certain montant. Parenthèse. Maintenant, il y a plein d'autres technologies qui ont vu le jour et qui n'ont plus besoin du réseau de téléphone pour fonctionner, qui vont se servir du Wi-Fi, comme par exemple ici c'est SumUp, je pense. C'est connecté à une application via le Bluetooth et vous pouvez faire des paiements sans contact ou avec contact en mettant la carte dans le petit boîtier. Ça marche très bien et je pense qu'ils vous prennent un petit pourcentage, mais c'est pas énorme ce qu'ils prennent. Moi, dans plusieurs plans financiers que j'ai faits, clairement, c'était le deuxième choix en termes d'utilisation de paiement pour gagner le mieux sa vie. Le premier choix étant le QR code, étant les applications bancaires. Aujourd'hui, les applications bancaires, en scannant un QR code, on peut faire un virement sans aucun coût, en fait. Donc, moi, je ne comprends pas que tout le monde ne soit pas encore passé avec un gros sticker QR code chez lui pour pouvoir générer des opérations gratuites ou presque gratuites. Ça, c'est le valeureux, c'est un valeureux. Donc, c'était pour vous montrer un peu à quoi ressemblait cette monnaie-là. On vous a parlé de logiciels, c'est pas la première fois qu'on les cite. Qualabooks, c'est une boîte liégeoise qui permet de faire de la facturation, des devis, de relier vos devis à la facturation, de relier la facturation à la comptabilité. Ils ont même un service de recouvrement aujourd'hui. C'est hyper accessible. On n'a aucune action chez eux, mais c'est juste que on vous a dit qu'on parlerait en tant qu'entrepreneur de ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait et comment on le faisait. C'est le logiciel qu'on utilise aujourd'hui parce que c'est un logiciel qui va bien et qui nous correspond. Voilà, autre exemple de format. Alors, se différencier sur les ressources humaines, on a déjà pas mal parlé d'ubérisation, de mode de travail
dans les modules précédents, travail en freelance et de manière ubérisée. On a parlé des problématiques de culture et de loyauté, on y reviendra sans doute un peu plus tard, mais je propose qu'on le fasse plus dans les articles annexes, dans les ressources pour aller plus loin. Ce qui va surtout, enfin, ce qui va aussi beaucoup vous différencier au niveau des ressources humaines, c'est quelle est la compétence de votre personnel. Alors, je vous l'ai dit dans les modules précédents, il y a plusieurs typologies de compétences, compétences métiers, techniques, des compétences transversales, des caractéristiques personnelles, et parfois ces compétences se cristallisent dans des diplômes, dans des certifications, ou bien dans le look du personnel. Si vous allez chez MediaMarkt et que vous regardez les personnes qui travaillent au MediaMarkt, ils sont toutes et tous, avec un t-shirt, un polo rouge. Sauf au corner. Le corner, c'est où on va réparer vos smartphones, où on va protéger vos smartphones. Ben là, c'est les mêmes mecs, sauf qu'au lieu d'avoir leur polo rouge, ils ont une veste de médecin blanc. Pourquoi? Juste pour asseoir l'idée qu'on se fait que celui qui a une veste blanche, une longue veste blanche, c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment, je peux lui faire confiance, je peux lui passer mon smartphone, il va le protéger, le réparer sans aucun souci. Un simple code vestimentaire qui est censé cristalliser une compétence et communiquer cette compétence auprès des clients. Donc ici, c'est l'exemple de Deliveroo. Ça, c'est pour illustrer vraiment les compétences. On est dans de la cuisine. La cuisine moléculaire, c'est pas faire des sandwichs. Il y a un niveau de compétence qui est très différent. Les compétences transversales avec les langues qu'on pratique. Et le look. Alors, le look du personnel, c'est pas que les fringues, c'est peut-être aussi la coupe de cheveux. Hein, j'en suis un exemple. Les piercings, les tatouages, peut-être. Et là, le débat reste ouvert. D'ailleurs, je sais que Salvatore et moi, on n'a pas forcément les mêmes idées. Donc, il n'y a pas et de manière générale, dans tout ce qu'on vous dit, il y a des éléments légaux qui sont vrais, mais après, en termes de choix et d'opinion, il n'y a pas de réponse vraie et arrêtée. Ce qui est certain, c'est que peu importe le look, on peut être compétent. Vous pouvez avoir une personne qui a des implants, qui a la langue coupée en deux et qui est tatouée en écailles de crocodile et de serpent. Et ça peut être un ou une trader de malade et qui fait un fric dingue en mettant en bourse des trucs. C'est tout à fait possible. La question, c'est quelle est l'image que je veux véhiculer au client? Parce que même si aujourd'hui, de plus en plus, les gens acceptent le body art et ne remettent pas de moins en moins la compétence en cause parce qu'il y a du body art, il n'empêche que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, c'est une première chose. À vous de choisir comment vous voulez le faire. Je vais rappeler aussi, c'est une parenthèse, mais qui me semble importante, que on est dans les ressources humaines ici, il y a pas mal de critères qui sont illégaux si on veut discriminer sur ces critères-là. Le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, l'orientation philosophique, religieuse, politique, le handicap, etc., etc. Mais il y a aussi des critères sur lesquels il est possible de discriminer et qui sont légaux. À l'heure actuelle, les transformations physiques d'amélioration de type visuel, type tatouage, piercing, etc., c'est pas du tout illégal de discriminer sur cette base-là. D'ailleurs, c'est bien simple. Ces dernières années, la police de Belgique a renforcé les contraintes au niveau des tatouages. Avant, si vous entriez dans la police, vous ne pouviez pas avoir de tatouage visible sur le cou et le visage, et sur les bras, on vous demandait de les couvrir uniquement si votre tatouage risquait de poser problème. C'est quoi un tatouage qui risque de poser problème? C'est quelqu'un qui était dans un gang qui a changé son fusil d'épaule et qui est devenu policier. C'est un policier hyper fan du standard qui va intervenir à Anderlecht. Enfin voilà. On vous demandait de couvrir ça. Aujourd'hui, ça a évolué.
aucun tatouage visible n'est autorisé. Alors, vous avez toutes et tous en tête des images de policiers qui ont des tatouages visibles. C'est pas parce que ça arrive que c'est la règle. La règle, c'est pas de tatouage visible autorisé. Donc, voilà. Après, il y a l'idée de compétence qu'on se fait, et puis il y a aussi la cohérence par rapport à votre business. Et je raconte souvent que moi, j'ai un problème parce que de temps en temps, je vais à une pizzeria parce qu'elle n'est pas loin de là où je travaille, elle n'est pas loin de chez un client. Et donc, je me rends à cette pizzeria-là. Et le petit serveur de cette pizzeria-là, sur tout son avant-bras, il a un tatouage, ce qui ne me pose pas de problème, mais il a un tatouage hyper trash. C'est en mode zombie, un peu en décomposition, enfin, c'est un truc un peu gore. Et à chaque fois qu'il me sert ma pizza, je me dis, j'ai pas envie que ma bouffe soit servie entouré de cette image ultra gore qui est sur un avant-bras. Je m'en fous, il se fait tatouer ce qu'il veut, il vit sa vie et je ne remets pas sa compétence sans doute. Mais par contre, en termes de service, moi, ça m'atteint en termes de consommateur. Parce que c'est une image qui est associée à ma nourriture. Donc voilà. Salvatore, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, si ce n'est que le look, ça sert aussi à incarner le produit qu'on vend. Oui, tout à fait. Et donc, si vous travaillez dans le domaine de la coiffure, ça me semble un peu évident de ne pas avoir une coiffure négligée. Si vous êtes dans le domaine de l'esthétique, de la beauté, outre l'apparence, le look-like habillement, ben, le soin de la peau, des cheveux, des mains, ça ne doit pas être négligé. Et donc, dans n'importe quel métier, incarner la perfection que vous voulez éventuellement mettre dans votre métier, ça s'applique aussi à vous. Donc voilà, si je prends le domaine du bâtiment aussi, si vous faites si vous dites que vous faites un travail de qualité, ben, ça veut dire que si j'ouvre votre camionnette, elle doit être rangée. Moi, le gars chez qui j'ouvre sa camionnette et c'est le bordel, ce sera le bordel sur son chantier, qu'il ne vienne pas me dire le contraire. S'il est négligé quand il vient faire un devis, qu'il n'a pas su passer chez lui, prendre sa douche, etc., c'est aussi un signe de non-respect. Donc voilà, il y a, je pense, nous incarnons tous, et a fortiori quand on est patron, on n'arrête jamais d'être patron, tout ce qu'on va faire va donner une image de ce qu'on va retrouver dans son activité, dans son showroom, dans son magasin, dans son atelier, peu importe. Donc, n'oubliez pas que vous incarnez votre enseigne. Et l'incarnation va au-delà du visuel. C'est très très différent d'être accueilli par un hôte ou une hôtesse d'accueil et qui vous parle de manière très bien en disant bonjour madame, bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Enfin voilà, asseyez-vous, vous désirez un café. Ou quelqu'un qui est pas apprêté, qui reste assis, qui dit bonjour, ouais, la salle d'attente, c'est par là. Même l'accent, la manière de parler va donner une image. Et donc, il ne s'agit pas ici de dire, ouais, tous ceux qui ont un accent liégeois ou un accent bruxellaire ou un accent du Limbourg, il ne s'agit pas de dire, il y a des bons accents et des mauvais accents. Mais à nouveau, il y a une cohérence par rapport au métier que vous voulez incarner. Bien. Dernier aspect, marketing et vente. Alors, on va vous donner quelques exemples. Maintenant, c'est le sujet de tous les cours qui viennent après, donc il en reste pour la suite. On peut innover sur plein de trucs. On peut innover sur l'image. Est-ce qu'on veut avoir l'air d'un expert? Est-ce qu'on a une image de marque qui est forte? Est-ce qu'on a une image de professionnalisme? On parlait des vêtements pour Mediamart. Est-ce que je vais me différencier parce que je suis à un lieu où il y a des gens qui sont tous en train de dire mais on a ce besoin-là, il n'est pas rempli. Et j'arrive un peu en sauveur parce que je remplis un besoin qui n'était pas rempli avant. Attention, ceci dit, que s'il y a un endroit où il n'y a pas du tout votre type d'activité, vérifiez bien qu'il y a le besoin. Parce que s'il n'y a pas du tout votre type d'activité, c'est peut-être qu'il n'y a pas le besoin à cet endroit-là. Donc, n'allez pas. Méfiez-vous du segment qui n'est pas occupé. C'est qui tout double.
Au niveau de la concurrence, ben voilà, comment est-ce que je me différencie? Est-ce que j'ai un positionnement qui est innovant par rapport à ma concurrence? Est-ce que je m'inscris dans un secteur qui est lui-même innovant? Est-ce que mon secteur communique beaucoup ou pas? Par rapport à la communication, ce qui est assez marrant, c'est que si vous êtes communicant et que votre secteur n'est pas communicant, vous avez de base un avantage. Par exemple, avec le RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui est une nouvelle règle européenne, enfin, elle n'était pas nouvelle, la protection des données privées, ce n'est pas des nouvelles règles, mais en tout cas, elle a été rematérialisée dans un nouveau règlement en mai 2018, si ma mémoire est bonne. Et on l'a su à l'avance que le 1er mai 2018, tout le monde allait devoir se plier à cette nouvelle réglementation et que ça devenait obligatoire. Ben, c'était le cas pour 100% des entreprises, et c'était et c'est toujours le cas. Et quand je dis entreprise, je dis société, mais je dis aussi indépendant, personne physique. Et organismes publics, et toutes les organisations. Mais comme on savait à l'avance les règles, toutes les personnes, et pourtant ça touchait pour tout le monde, toutes les personnes qui ont communiqué à l'avance en disant « Chers clients, le RGPD arrive, voici déjà tout ce que nous mettons en œuvre pour protéger vos données », puisque le reste du secteur n'était pas communicant, c'est tous des gens qui ont pris de l'avance et qui se sont différenciés en disant « Ah bah eux au moins ils respectent mes données privées ». Oui, mais les autres aussi vont devoir le faire. Mais moi je l'ai dit. Donc moi, on me reconnaît. Voilà pour faire le lien entre un secteur communicant et des avancées légales et réglementaires. Alors, quelle est ma manière de communiquer? Est-ce que j'ai le même message que tout le monde? Est-ce que je décide d'avoir des manières de communiquer qui font le buzz? Est-ce que j'arrive à bien créer une communauté? Et est-ce que tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est cohérent? Alors, pour vous donner un exemple, Salvatore avait parlé du bio chez Carrefour, je pense, dans une de nos précédentes vidéos. Et voilà, Carrefour a pris le pli en se disant bah, je suis super loin en bio, je suis derrière tout le monde. Et je pense que c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils ont fait le buzz, mais un peu le bad buzz, en disant bah, chez nous, c'est le bio le moins cher. On fait plein de trucs bio et c'est le bio le moins cher. Pourquoi ça a fait un peu de bad buzz? Parce que bah, du coup, toutes les associations d'opposition ont fait ouais, mais si c'est ce bio-là, sous-entendu le bio Carrefour, c'est du faux bio, c'est du greenwashing. Si c'est ce bio-là, c'est pas le bio qu'on veut. Maintenant, je ne sais plus quel homme politique disait ça, mais il disait peu importe ce qu'on dit de moi du moment qu'on parle de moi. Tu sais quel homme politique c'était? Tu l'as en tête, Salvatore? Je sais plus. Ah, peu importe. Donc, faire le buzz, que ce soit un good buzz ou un bad buzz, bah, du moment qu'on fait le buzz, certains sont très contents qu'on parle d'eux. Une autre entreprise qui s'est bien démarquée, c'est l'entreprise HelloFresh. HelloFresh, ce qui a vraiment marqué l'explosion de la consommation chez HelloFresh, c'est un système de parrainage. C'est de dire, bah, en fait, vous allez avoir des paniers gratuits si vous parrainez des gens qui rentrent dans le programme. Donc, donnez ce code qui vous correspond à des personnes, ces personnes auront une réduction, et vous aurez aussi des réductions. Et donc, il y a une énorme action de parrainage au début qui a permis de générer énormément de trafic et énormément de commandes au début. Alors après, ils innovent pas que sur le marketing, hein, HelloFresh. Ils innovent aussi beaucoup sur la production, parce que en Belgique, les plats préparés, on en avait déjà. Mais un truc qui n'avait jamais marché en Belgique jusqu'alors, c'était des paniers d'ingrédients avec des recettes, mais pas préparés, où on prépare soi-même. Donc soit on achetait les ingrédients, on faisait sa bouffe, soit on achetait les trucs préparés, mais cet entre-deux n'arrivait pas à décoller en Belgique. Je dis en Belgique parce qu'en Allemagne, ça fait des années que les box de produits à préparer cartonnent, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, voilà, une boîte qui arrive à prendre ce créneau-là en Belgique, créneau qui n'arrivait pas à être pris avant. Donc déjà, en termes de production, ils innovent. En termes de livraison, ben, on peut être livré à toute heure. C'est les premiers qui livrent le samedi, le dimanche, après 22 h. Hein.
toutes ces voitures qui livrent après 22 heures, en parenthèse, il n'y a aucune plaque belge dedans, parce que c'est tous des Hollandais qui viennent, parce que le règlement du travail est différent aux Pays-Bas. Et voilà. Mais donc, vraiment, la création d'une cascade de commandes avec du parrainage. Alors, moi, il y a le Huggies Bar, j'adore parler du Huggies Bar en termes de marketing et de communication, parce que je trouve que, et on pense ce qu'on veut de la nourriture, mais en termes de com, ils ont quand même été extrêmement balèzes. Et je dis pas ça parce que c'est des mecs de ma promo d'HEC, je trouve que objectivement, ils sont vraiment très forts. Alors déjà, première chose, ils ont tout de suite personnalisé la marque. C'est pas le nouveau bar à burger, c'est le bar de Huggy. Donc, il y a un peu un personnage mythique qui est créé, qui est là. Et Huggy, bah, qui c'est ce Huggy? Huggy, c'est un Amerloc, manifestement, parce que c'est American Bar. Le premier bar à burger qu'ils ont fait, c'était un bar américain sur le boulevard de la Sauvenière. Un tout petit truc, on y rentrait, on sortait, on puait la frite pendant 4 jours parce que on était vraiment dans la cuisine. C'était un tout petit bar à burger. Et leur but, c'était d'être sports bar américain. Je pense qu'il y avait de mémoire 16 ou 18 écrans avec du sport, du baseball, des sports extrêmes, etc. Donc, un positionnement hyper américain. Le burger, c'est américain. On se positionne là-dedans avec une typographie, un look américain, des burgers américains et des noms de burgers américains. Hein. Ils ont le American quelque chose, ils ont le Boston Tea Party, ils ont plusieurs noms qui font référence aux États-Unis. Première chose, une image de marque qui est cohérente. Deuxième chose, en termes de production, ils se sont dit on va avoir une super grande carte. On va avoir plein de burgers, ils en ont, à mon avis, ils en ont une trentaine. Et très vite, ils se sont dit mais attention, parce que trop de choix tue le choix. Et il y avait plein de gens qui se retrouvaient devant cette énorme carte et qui ne savaient pas quoi choisir. Et ben, à la coup de génie, ils ont fait une sorte de carte qui vous dit ben, de quoi vous avez envie. Vous avez envie d'un classique? Hop, vous avez le choix entre ça, ça, ça. Vous avez envie de fromage? Eh ben alors c'est ça ou ça. Vous avez envie de bœuf? C'est ça ou ça. Et vous suivez un parcours qui vous donne finalement le choix par rapport à vos envies initiales que entre 3 ou 4 burgers, plus les burgers du mois, qui sont, et je vais y revenir, aussi, à mon avis, une innovation de communication. Malin, super malin. On parlait de technologie tout à l'heure, réservation uniquement via application en ligne. On ne perd pas de temps à prendre les appels, etc. Vous réservez en ligne, votre table est réservée, tout est géré en ligne. En termes de communication aussi, en termes d'organisation, vous avez cette carte qui vous permet de choisir les burgers, mais vous avez autre chose. Vous avez, et au départ, il le faisait avec toutes les bières, puis ça a évolué, je vais en parler. Ils avaient ce qu'on appelle du beer pairing, c'est-à-dire, autant il y a eu beaucoup la mode du vin, de l'œnologie, et avec quel vin manger avec quel plat, autant ce qui est en train d'arriver beaucoup sur le marché, c'est quelle bière manger avec quel plat. Et donc, ce qu'ils vous disent, c'est, ben voilà, on a fait des essais avec des experts, etc. On a des experts zytologues, hein, comme il y a les œnologues pour le vin, il y a les zytologues pour la bière, qui ont associé les bières qu'on peut vous proposer avec les plats. Et donc, pour ce plat-là, le mieux que vous pouvez prendre, c'est cette bière-là. Alors ça, c'est génial, parce que l'expérience client, c'est « Ah, génial, j'ai la bonne bière qui va bien, etc. » Et en même temps, eux, ils vendent de la bière spéciale, ils font de la marge là-dessus. Donc, c'est hyper malin de pousser à cette consommation-là. Donc, c'est encore un élément différenciant. Je vous ai parlé des burgers du mois. Les burgers du mois rentrent dans une logique du Huggies Bar, qui est une logique qui marche extrêmement bien, c'est la logique du partenariat. Le Huggies Bar adore faire des partenariats avec des personnalités. En fonction de ce sur quoi ils font le partenariat, ce n'est pas les mêmes personnalités. Pour les burgers du mois, ils font ça avec des personnalités culinaires. Vous avez eu le burger du mois Galère, qui était co-créé avec Jean Galère, et c'était un burger avec vraiment du goût cacao, l'amertume du cacao, etc. Vous avez eu le burger du mois, Julien Lapraille, qui est le gagnant de je ne sais plus quel concours, Top Chef ou un autre concours culinaire.
Donc voilà, vous avez eu le burger du mois où le pain était remplacé par du riz, et c'était une association avec les autres liégeois de Attrape Sushi. Donc voilà, plein d'associations pour créer l'événement, et l'événement haut de gamme, avec des associations haut de gamme, et l'événement qui est un événement réduit, puisque c'est un burger du mois. Première chose, en termes d'association. Deuxième typologie d'association, c'est des associations dans leur communication. Ils s'associent avec des blogueurs et des blogueuses et des influenceurs pour permettre de gagner en visibilité. Donc, ils ont organisé des concours. Je pense que c'était Burger gratuit pendant 1 an. Burger gratuit pendant 1 an, c'était à raison d'une visite par mois pour 2 personnes. Donc, concrètement, le gagnant ultime du concours, qu'est-ce qu'il gagnait? 24 burgers. C'est pour autant qu'il y aille tous les mois. Hein. C'est rien du tout, 24 burgers en termes de coût. Mais le nombre de vues qu'ils ont fait avec cette publication qui était faite avec, est-ce que c'était Boulette à la Liégeoise, la page Facebook, ou est-ce que c'était Chronique d'une accro au resto, je ne sais plus, mais le nombre de vues, mais c'était démentiel. Démentiel le nombre de vues qu'ils ont fait. Je vous parle en dizaines de milliers de clics, de repartages, de likes, pour 24 burgers. C'est absolument génial comme stratégie de communication. Donc on a une image de marque, on a de l'accompagnement au client au sein du restaurant pour l'aider à consommer, on a de l'événement avec des burgers du mois, de l'association avec des personnalités pour la nourriture, pour la communication, et qui dit nourriture dit aussi boisson, puisqu'ils se sont associés avec d'autres entrepreneurs liégeois, avec la brasserie Curcus, pour créer la The Huggies Bar, THB. Ils ont fait la TH Beer, donc la bière du Huggies Bar, qu'ils ont fait en association avec la brasserie Curcus. Elle a super bien marché, donc ils en ont fait une deuxième, la TH Pils. Et puis ça marchait super bien aussi, ils se sont dit, mais en fait, on a un truc qui marche bien là avec la brasserie Curcus, et si on se prenait de la marge sur les bières qu'on vendait en y allant, en mettant tout le paquet? Et c'est ce qu'ils ont fait. Peu à peu, ils ont remplacé les bières de leur carte, Chimay, toutes les bières belges de leur carte, par uniquement des bières brassées par la brasserie Curcus pour le Huggies Bar. Et donc là, ils ont leur propre bière, ils ont maintenu du beer pairing, ils prennent de la marge sur les bières, c'est hyper malin. Une association avec une brasserie qui a le vent en poupe. Bref, vraiment une stratégie qui est globale, qui est hyper intelligente. Je les trouve vraiment impressionnants. Et l'image de marque a pris tellement de notoriété maintenant que, eh ben, ils ont pu lancer le système de franchise. Et donc là, c'est évidemment le début d'un futur hyper positif pour eux, puisqu'il y a de l'argent qui va rentrer sans que eux prennent des risques et investissent dans des choses. Le dernier exemple dont je voulais vous parler en termes de marketing et communication, c'est celui de la corne du bois des pendus. Parce que moi, je dis souvent ça sur un ton de boutade, mais en fait, je crois que j'y crois quand même un peu. C'est que si vous voulez sortir une bière demain et qu'elle fonctionne, ma conviction profonde, c'est travailler sur un joli verre. Si vous avez un verre qui est stylé, votre bière, on va vous l'acheter. Et la corne du bois du pendu, c'est ce qu'ils ont fait, un verre en forme de corne sur un socle en bois. Et tout le monde voulait boire dans cette corne en verre. Ça a même fait le buzz au point qu'ils se sont fait attaquer en justice par un concurrent qui est la couac, puisque la couac, c'est aussi un verre, mais en forme de sablier, qui est aussi sur un socle en bois. Couac a perdu, d'ailleurs. Donc la corne maintient ses verres en verre dans des socles en bois. Mais la corne du bois des pendus, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a plein de bières qui ont innové sur les verres. La Tits, c'est une sorte de buste de femme, et vous buvez sur un buste de femme avec la poitrine proéminente. La Cornet, c'est un grand verre avec le blason du casque de chevalier. Et ils se sont tellement dit, mais les gens adorent les beaux verres à bière, qu'ils ont mis ça en avant, et je pense que au moment où ils ont vraiment voulu, la Cornet, vraiment se faire connaître, ils faisaient des promotions où c'était à l'achat de 2 ou 3 bières, vous receviez un verre.
parce qu'ils mettaient en avant leur verre, parce que c'est ça qui fait vendre. Donc, voilà, on parlait de cursus tout à l'heure. Ben, l'image de marque du cursus, c'est une image de marque haut de gamme. À nouveau, on pense ce qu'on veut de la bière. Mais l'image de marque, elle est haut de gamme. Eh ben, leur verre, c'est presque un verre à vin, tout fin, tout stylé, comme ça, qui sont des verres aussi pensés pour la dégustation. Donc voilà, mon message, c'est finalement, la communication pour les marques de bière spéciales passe aussi par le verre, et ça fait partie du marketing. J'ai eu un sacré laïus, Salvatore, tu m'as jamais écouté aussi longtemps, je pense. Tu as des réactions par rapport à ça, ou c'était complet pour toi? Non, c'est complet. Super. Voilà pour les 4 piliers de l'entreprise. On va passer aux ressources dans une prochaine vidéo pour aller plus loin. Ce sera une vidéo beaucoup plus courte. On a pris le temps qu'il fallait sur ces 4 piliers parce que c'est la base de toute la différenciation. Et si vous n'êtes pas différent de quelqu'un sur le marché, le fait qu'on consomme chez vous et pas chez l'autre, si vous n'avez aucun élément de différenciation, que vous êtes 2 magasins dans la même rue qui font exactement la même chose, ce qui fait qu'on aille chez vous plutôt qu'un autre, ou chez l'autre plutôt que chez vous, c'est le hasard. Donc, ce qu'on veut, c'est sortir du hasard de la consommation et s'assurer de la consommation en ciblant la clientèle qui nous intéresse le plus. Elle nous intéresse le plus parce qu'elle nous correspond, parce qu'elle nous permet d'avoir plus de marge. Ça, on y reviendra. Mais c'est vraiment la base de la différenciation, c'est l'innovation sur un ou plusieurs de ces 4 piliers. On ne vous demande pas de réinventer la roue, mais pensez dans votre projet à essayer d'être différent sur l'un ou plusieurs des piliers. Merci pour votre écoute et à très vite pour une nouvelle vidéo.